Euphoria est de retour. Après que tout se soit terminé dans une pluie de balles, la 3e saison reprend 5 ans plus tard. Le lycée est derrière eux, mais les mauvaises décisions seront toujours présentes. Rue n'est plus sous l'aile de sa mère. Elle est maintenant une trafiquante de drogue internationale dans un monde qu'elle ne connaît pas. Des rues arides de Chihuahua jusqu'aux villas blindées de Californie. Le destin de Rue ne tient qu'à un fil, aussi mince que le latex d'un ballon de fentanyl, tandis que le reste des jeunes plonge dans la vie adulte. Qu'est-ce qui pourrait mettre ses limites à l'épreuve et lui faire payer le prix de sa raison et de sa décence? Prépare-toi, car Euphoria est de retour et ce sera le début de la fin. Mais avant de commencer, nous remercions les membres du club élite N-Minutos pour leur soutien. Sans eux, rien de tout cela ne serait possible. Rejoins la famille et profite de contenus exclusifs chaque semaine. Sois le premier à tout savoir et bien plus encore. Le premier épisode de la saison 3 débute par une surprise. 5 ans ont passé depuis que Rue a obtenu son diplôme, désormais adulte confrontée aux problèmes de l'âge adulte. Mais le plus impressionnant, c'est l'endroit où elle se trouve actuellement. Elle est au Mexique, plus précisément dans la ville de Chihuahua, un endroit où elle a atterri à cause de son passé avec la drogue. Cet après-midi-là, Rue reste bloquée dans un pick-up au milieu du désert, jusqu'à ce qu'un groupe de locaux vienne l'aider à sortir du pétrin. À l'intérieur du véhicule, l'ambiance se résumait à de la bonne musique et une valise à l'apparence suspecte qui reposait à l'arrière. Après avoir roulé à toute vitesse pendant plusieurs heures à travers les dunes, Rue a finalement atteint le mur frontalier. Là, il a payé près de 1000 $ pour une méthode étrange et risquée afin de passer de l'autre côté en utilisant 4 poutres en acier. Cependant, un problème critique est survenu. Il n'avait pas la bonne vitesse, et le pick-up était resté parfaitement coincé au sommet du mur. La seule façon de sortir de cette situation est de balancer le véhicule avec précision. Pour y parvenir, il doit passer la valise sur le siège avant, et descendre pour donner la dernière poussée. Cependant, alors que tout semblait bien se passer, le destin lui réservait un nouveau rebondissement. Quelques secondes angoissantes, Rue a envisagé d'abandonner le pick-up et de descendre à pied, consciente du risque d'être écrasée pendant la descente. Après une attente tendue, la scène change et on la voit enfin arriver à Agua Dulce, au Texas. Elle porte seulement la valise sur ses épaules, faisant preuve d'une volonté de fer alors qu'elle traverse le désert impitoyable, jusqu'à atteindre une maison familiale à proximité. Ce matin-là en particulier, la petite fille de la famille la découvre en train de dormir dans la grange, et avec innocence, lui offre un peu de lait. Rue, épuisée après avoir marché toute la nuit, accepte ce geste de bonté avec une profonde affection. Quelques minutes plus tard, la famille, composée de croyants dévoués, invite formellement Rue à partager le petit déjeuner avec eux. Pendant la prière du matin, le père de la famille adresse une prière au Seigneur, lui demandant de guider Rue sur le droit chemin, et de chasser tout démon qu'elle aurait pu attraper dans la solitude du désert. Après avoir savouré un bon repas chrétien à la mode du Sud, la fille aînée propose de la conduire en voiture jusqu'en ville. Pendant le trajet, Daisy lui demande curieusement ce que ça fait d'être une fille de la ville, en lui confiant que son père ne les laisse même pas utiliser Internet, et qu'elle imagine sa vie comme quelque chose de passionnant. Rue admet sincèrement qu'elle donnerait tout ce qu'elle possède pour mener une vie semblable à la leur. Après cette confession, elle s'enfonce dans le silence, jusqu'à ce qu'elles arrivent enfin à l'arrêt de bus. C'est là que commence le long et épuisant voyage de Rue pour rentrer chez elle. Après avoir passé presque 2 jours enfermée dans un moyen de transport avec un groupe de personnes qui ont également franchi le mur, Rue arrive enfin en Californie. À son arrivée, elle se rend chez une femme qui lui demande aussitôt où est le véhicule. Quand Rue lui explique ce qui s'est passé à la frontière, la femme lui répond froidement qu'elle devra que le coût de la voiture sera porté sur son compte personnel. La maison est étrangement remplie d'oiseaux qui semblent se connaître son nom. Et après quelques minutes de tension, Rue commence à nous raconter comment sa vie s'est déroulée récemment. À cet instant, l'histoire nous ramène dans le passé. 1 an suffira pour comprendre comment elle a fini par faire passer de la drogue pour cette femme mystérieuse. À cette époque, elle travaillait dans un bureau de tabac, aidait des toxicomanes, et subissait des braquages au moins 2 fois par mois. Un après-midi, Laurie est apparue. Elle vient la confronter car elle s'est enfuie après avoir obtenu sa confiance. En se retournant, Rue voit un garçon armé qui surveille pour l'empêcher de fuir. Laurie lui explique que sa dette initiale de 10 000 $, avec un intérêt de 20% sur 46 mois, s'élève mathématiquement à la somme absurde de 43 887 000 $. Face à cette situation, elle lui propose de vite trouver une solution à ce dilemme financier. Reconnaissant qu'il s'agit d'une somme exorbitante, Laurie décide, dans un geste calculé, d'arrondir la dette à 100 000 $. Aussitôt après,
Elle lui offre un choix brutal, travailler comme prostituée ou comme mule. À peine 2 jours plus tard, Rue se trouvait déjà au Mexique, agissant comme le contact direct de Lori avec les mafias locales. Lors de son premier voyage, Rue a visité la ville de Chihuahua, un endroit marqué par les excès et les vices, où se procurer de la drogue ne représente aucune difficulté. Cependant, parcourir ces rues lui donne la sensation d'être dans une véritable ville du péché. Après avoir marché un long moment, il est arrivé dans un bar appelé Playboy. En entrant, un individu avec un œil abîmé l'a immédiatement reconnu et l'a escorté vers l'arrière du local. Là, on lui a remis une tasse remplie de ovules de fentanyl, ainsi qu'un flacon de lubrifiant pour qu'elle commence à les avaler. Après avoir passé 1 heure entière à accomplir cette tâche extrêmement désagréable, Rue a pris une décision pour son prochain voyage. Elle amènerait une amie pour partager la charge entre elles deux. S'il y a quelque chose de plus dangereux que d'avaler du fentanyl pur emballé dans des préservatifs, c'est qu'un des sachets se rompe et que ta compagne meure en pleine gare, augmentant ainsi ta dette après avoir perdu près d'1 kilo de produit. Mais avant que Faye ne finisse à la morgue, la narration nous montre exactement ce qui s'est passé. Toutes deux ont quitté le bar ensemble, sont montées en voiture et devaient y passer la frontière avant 15 heures. Il s'agissait d'une mission où le temps était leur pire ennemi et elles devaient se dépêcher. Après plusieurs heures de route, les jeunes femmes étaient enfin dans la file à la frontière lorsque Faye a ressenti une pression intestinale insupportable. Rue, terrifiée, la supplia de se retenir autant que possible, lui rappelant que leur vie était en danger. Si un seul de ces sachets sortait de son corps, les chiens les repéreraient en un instant. Pour aggraver la situation, l'agent au poste de contrôle s'est montré particulièrement inquisitif et décida de prolonger un peu plus l'inspection. Il a fait venir un chien pour inspecter la voiture, transformant les secondes où Faye devait retenir le produit en une torture physique et mentale. Les filles ont tout contre elles à ce moment-là. Elles ont exactement l'air de ce qu'elles sont. 2 toxicomanes. Et elles transpirent abondamment sous la pression, avec les passeports à la main, et un regard fixe et perçant pendant la fouille. L'agent vérifie qu'elles ne cachent pas de marchandises interdites. Après quelques secondes de tension absolue, après avoir observé le chien de l'unité canine renifler minutieusement chaque recoin de la voiture, l'agent leur rend finalement leurs documents et les autorise à poursuivre leur route vers leur destination. En arrivant chez Lori ce soir-là, Faye n'a plus pu résister à la pression intestinale. Elle est arrivée couverte d'excréments, incapable de retenir le produit à l'intérieur de son corps, même si au moins elles ont réussi à effectuer la livraison saine et sauve. Pour sa part, Rue se trouve dans un état tel qu'elle est incapable de se déplacer par elle-même, donc l'un des hommes de main doit la porter jusqu'à la baignoire. Là, ils la forcent à déféquer dans une passoire à pâte pour récupérer les ovules. Passoire que Faye utilise 1 heure plus tard pour préparer le dîner de sa nouvelle famille dysfonctionnelle. Depuis que la maison de Fesco est passée aux infos et que la police a renforcé sa présence, elle a dû s'y installer et s'allier à son frère Harley. Bien que Rue soit une mule pour une famille de fanatiques d'armes, elle a pu transporter de la marchandise 12 fois au Mexique sans problème grâce à sa méthode, même si cela devrait être une raison de célébrer. Les filles restent prisonnières de la dette. Ce soir-là, Faye lui confie qu'elle éprouve des sentiments pour Wayne, le fils de Lori. Wayne lui révèle qu'il ne veut pas devenir trafiquant comme sa mère et qu'il a économisé pour partir. De plus, Wayne lui a parlé de l'existence d'un coffre-fort dans le sous-sol rempli d'argent liquide, un sujet qui suscite immédiatement l'intérêt de Rue. Pendant la soirée, les jeunes femmes plaisantent sur l'idée que Faye séduise l'homme pour lui voler la clé, pour ne pas éveiller les soupçons pendant qu'elle prépare leur plan. Rue commence à travailler comme chauffeur Uber, transportant toutes sortes de personnages excentriques en ville, du moment qu'ils ont de l'argent pour la payer. Quelques jours plus tard, Rue rend visite à Lexi, qui est immensément heureuse de la voir. Lexi veut tout savoir sur sa prétendue vie en Arizona et à l'université. Cependant, il est évident que tout cela est une mascarade. Rue n'a pas approché un livre pendant tout ce temps, mais elle utilise son sweatshirt universitaire pour entretenir le mensonge devant son ami. Rue évoque les chrétiens croisés au milieu de nulle part, et depuis, elle pense sans cesse à eux. Ils étaient les plus heureux du monde malgré l'absence totale de technologie. Puis, Rue demande des nouvelles de Fez, car elle ne l'a pas appelé depuis longtemps. Face à la question, Leslie lui donne plusieurs excuses pour éviter le contact, lui rappelant qu'elle est extrêmement occupée par son travail à Hollywood. Elle est aujourd'hui l'assistante de Patty Lance, une légende du secteur, et se dit très satisfaite de ce succès professionnel. Dans le cas de Cassie, sa vie a pris une tournure un peu plus créative et soumise. La présentation qu'ils ont conçue pour elle dans cette nouvelle saison montre son côté le plus docile, en la présentant sur la niche d'un chien avec une attitude plutôt docile. Elle a trouvé sa propre place sur les réseaux sociaux, devenant une star à sa manière. C'est un travail peu digne, mais qui lui permet au moins de payer les factures.
Cet après-midi-là en particulier, Nate rentre du travail et tombe sur une scène déconcertante. Sa copine fait semblant d'être un chien pendant que la domestique la filme. Tout cela pendant que l'odeur de la vaisselle sale empeste toute la maison. Après avoir recadré Juana, Nate explique à Cassie la gravité de ses actes et le risque de ruiner leur vie si quelqu'un de l'entreprise voyait une de ses vidéos en ligne. Il lui reproche de faire de vraies affaires jour après jour, de se donner à fond pour payer les dépenses de la maison, tandis qu'elle se contente de faire semblant d'être un chien sur internet. Cassie lui dit qu'elle veut juste développer sa communauté, même sans avoir encore monétisé son contenu. Elle sent qu'elle est près d'y arriver. Selon elle, quand cela arrivera, l'argent ne sera plus un souci. Ignorant complètement la tentative de Nate de la ramener à la raison, Cassie semble avoir perdu tout sens de la logique. Toutefois, elle s'implique tellement dans son rôle qu'elle finit par suivre ses ordres. Face à cette situation, Nate décide de ne pas laisser passer l'occasion d'avoir une rencontre intime créative et la laisse continuer ainsi, conscient qu'il n'a qu'une heure avant de retourner à son projet. Depuis que son père a été envoyé en prison, Nate a pris la direction de l'entreprise de construction. Mais son manque d'expérience fait que les affaires vont de plus en plus mal. Pendant ce temps, Cassie vit dans une bulle, voyant le coût de son futur mariage augmenter chaque jour. Elle voyait les choses en grand, ignorant complètement le fait que Nate était en train de sombrer financièrement. Le projet qu'il avait sur sa table ne ressemblait en rien à la réalité précaire du chantier. Cet après-midi-là, un banquier est venu évaluer l'avancement des travaux. Nate a désespérément besoin de son approbation pour recevoir les fonds de la deuxième phase du projet. Et bien qu'il soit un entrepreneur médiocre, c'est un menteur exceptionnel, une compétence qui lui est d'une grande aide en ce moment critique. Pendant qu'il ment effrontément au banquier, Cassie est à la maison en train de réfléchir à ses ambitions. Elle attend davantage de la vie. Elle souhaite pouvoir acheter sans avoir à regarder les prix, et elle envisage sérieusement d'ouvrir un compte sur OnlyFans. Son plan est de vendre des photos personnalisées avec un message inclus pour 50 $, afin de financer son mariage et éviter la ruine. Mais elle sait très bien que Nate ne doit en aucun cas la prendre. De retour avec Rue, Lexi lui raconte que Maddie travaille maintenant comme agente d'influenceurs et de quelques acteurs, dont Dylan, le beau gosse du moment. Lexi avoue que rien qu'en le voyant, elle sent ses jambes trembler d'émotion. Au cours d'une scène, Lexi a remarqué un détail important qui non seulement a amélioré la séquence, mais a aussi mis davantage Dylan en avant. Grâce à cela, sa patronne l'a félicité, et le beau gosse, avant de partir, l'a appelé Lisa, un prénom assez similaire au sien. Après que Lexi ait donné ce conseil clé à sa supérieure, celle-ci a davantage pris en compte ses avis dans les décisions créatives. D'un autre côté, les journées de Maddie se résument à accompagner Dylan partout et à gérer son agenda de rendez-vous. Sa chef était une femme implacable mais qui avait énormément de succès et qui prenait 10% de tout ce que Dylan générait. Cela équivalait à environ 50 000 $ par semaine, même si Maddie n'en recevait que 800. Elle vivait dans un sous-sol moyennement aménagé, tout en rêvant d'obtenir une plus grande part du gâteau à l'avenir. Ce soir-là, Rue dînait avec Ali, et elle lui raconta aussi l'histoire des chrétiens qu'elle avait rencontrés au Texas. Elle n'arrivait tout simplement pas à se sortir de la tête le bonheur authentique de ces gens-là. À ce moment-là, Ali lui a suggéré qu'elle devrait peut-être lire la Bible, en argumentant que cela pourrait peut-être lui apporter un peu de cette paix qu'elle recherchait tant. Comme Rue n'a pas le temps de s'asseoir pour lire en ce moment de sa vie, elle a décidé d'acheter un livre audio pour l'écouter pendant qu'elle transporte des passagers dans son Uber. Lors de ses boulots de nuit, Rue parvenait à peine à gagner assez d'argent pour survivre, car l'énorme dette qu'elle avait envers Laurie ne lui permettait pas de prendre ne serait-ce qu'une petite partie du butin de ses livraisons. Cette nuit-là, alors qu'elle transportait un homme musclé dans sa voiture, Rue a reçu un appel de Wayne, qui l'a informé qu'ils avaient une nouvelle mission pour elle. Le lendemain matin, Rue s'est rendue à l'écurie de sa patronne, un endroit où se cache un laboratoire secret. Là, l'équipe travaillait intensément pour transformer la marchandise en argent. Wayne lui expliqua qu'elle devait livrer un colis à un client important, et l'avertit sérieusement de ne pas faire d'erreur cette fois. Peu après, Wayne lui donna une sacoche pleine de comprimés. Rue entreprit le trajet vers un immense manoir situé en périphérie de la ville, un lieu digne d'un magnate où un individu étrange l'attendait dans un garage. À peine était-elle entrée avec le véhicule que la porte du garage se referma derrière elle, rendant la situation immédiatement tendue. L'individu lui tendit la main et reçut le sac contenant le produit. Rue lui demanda cependant où était la salle de bain. Avant de lui permettre d'entrer dans la propriété, l'homme l'avertit fermement qu'elle ne devait absolument rien toucher d'autre que ce qui était strictement nécessaire dans la salle de bain. En montant dans le manoir, Rue découvre que l'endroit est rempli de femmes qui s'amusent dans une ambiance de fête déchaînée. Cependant, au sous-sol, des armes et d'importantes sommes d'argent sont cachées,
y compris le paiement que Rue doit récupérer. En cherchant les toilettes, elle se perd et rencontre une fille qui lui demande de l'aide. Le garde, voyant que Rue n'est pas revenue au garage, la cherche sur la propriété et la trouve aidant une jeune fille à ajuster son bikini. Mais quelques minutes plus tard, l'homme surprend Rue en train de se droguer et de danser avec les filles dans le salon, une scène qui ne lui plaît pas du tout. Bishop l'observe pendant quelques minutes, la voyant danser en extase entourée de femmes au rythme de la musique, jusqu'à ce qu'il perde finalement patience. Il la saisit brusquement par le bras et la traîne dehors. À ce moment-là, son patron apparaît, l'appelle par son nom et lui demande qui est l'inconnu. Bishop explique qu'elle travaille pour Laurie. Alamo, le patron, lui reproche son manque de respect en entrant chez quelqu'un d'autre pour s'amuser de cette façon. Il finit tout de même par lui offrir un verre et lui parler de son passé et de sa vision du monde. Pour lui, les femmes sont la machine à imprimer de l'argent la plus efficace de la planète, et il a su tirer pleinement parti de cette ressource, dirigeant une armée de belles filles qui lui rapportent des fortunes chaque nuit. Alamo est le propriétaire des clubs les plus exclusifs et sordides de la ville, et Rue, désespérée, le supplie de lui donner un emploi. Elle sent qu'elle doit complètement se réinventer et commencer à gagner de l'argent à la pelle pour éviter un destin fatal au milieu du désert. Pendant ce temps, Cassie passe son temps à espionner le compte de Maddie, qui publie chaque jour des photos entourées de stars du cinéma et de la télévision. Bien que Maddie ait un grand nombre d'abonnés, cette popularité numérique ne se reflète pas dans ses revenus réels. Ce même soir, Cassie prépare un dîner spécial pour Nate, décorant l'endroit avec une centaine de bougies afin de créer l'ambiance parfaite et discuter d'un sujet crucial, les préparatifs du mariage. Cependant, lorsqu'elle mentionne qu'elle souhaite dépenser 50 000 $ uniquement pour les fleurs, Nate réagit avec incrédulité. Pour lui, cette idée est complètement folle, et il n'est pas prêt à la financer, arguant que les fleurs se fanent en à peine 3 jours, et que dépenser une telle fortune est une pure idiotie. Il impose donc une limite stricte de 5 000 $, l'obligeant à organiser une cérémonie plus modeste, tout en se concentrant sur la conclusion de son contrat important avec la ville. C'est à ce moment-là que Cassie propose de payer les fleurs, à condition qu'ils prennent en charge tous les autres frais. Ensuite, elle lance l'idée de travailler sur OnlyFans. Mais le premier mot qui sort de la bouche de Nate est « porno », avec mépris. Il lui demande si elle est vraiment prête à devenir une prostituée juste pour des fleurs. Comme prévu, Nate se moque et la prévient fermement qu'il ne la laissera pas le ridiculiser devant les autres. Cassie lui fait alors comprendre quelque chose de très clair. Elle n'a absolument pas l'intention de vivre dans la pauvreté, et encore moins de se contenter d'un mariage médiocre simplement parce qu'il est avare. Elle lui précise que ce dîner spécial avait pour seul but de l'informer de ses projets, et non de lui demander la permission de les réaliser. Nate reste silencieux plusieurs secondes, jusqu'à ce que Cassie suggère qu'il pourrait ne pas être compatible et ne devrait pas se marier s'il ne peut pas la rendre heureuse. Nate lui demande aussitôt si elle comprend le monde réel. Il précise qu'il lutte pour maintenir l'entreprise, payer les intérêts, gérer les contraintes réglementaires et les salaires, afin qu'elle profite de cette maison. Cassie avoue alors qu'elle déteste cet endroit, rappelant qu'il lui a promis il y a plus d'1 an de rénover la cuisine et le salon, sans que rien n'ait été fait. Nate lui demande désespérément un peu de temps, mais Cassie reste ferme sur son ultimatum. Soit il paie entièrement le mariage, soit il devra se trouver une autre fiancée. À ce moment de tension, Nate, cédant du terrain, lui demande quel genre de photos elle compte publier sur la plateforme. En réponse, Cassie ouvre son chemisier et lui montre ses charmes, réussissant finalement à le convaincre. Cependant, Nate impose une condition non négociable. Si elle décide de montrer ses parties intimes, elle ne peut en aucun cas montrer son visage. Il ne lui demande que cela, sachant que si quelqu'un la découvrait, sa réputation et son entreprise de construction seraient définitivement ruinées. Immédiatement, la scène change radicalement et nous voyons une jeune femme allongée par terre en train de faire une overdose. Beaucoup de mousse sort de sa bouche, et une autre fille la découvre ainsi quelques secondes plus tard. Après quelques minutes, Bishop ordonne à son homme de confiance d'analyser les drogues que Rue a apportées, découvrant qu'elles sont contaminées au fentanyl. C'est une nouvelle catastrophique. Et Rue est obligé d'expliquer pourquoi l'une des meilleures travailleuses d'Alamo gît morte dans son appartement. Alamo est furieux. Cette fille rapportait plus d'argent en une semaine que ce que Rue gagnerait dans toute sa vie. Maintenant que le corps refroidit, il exige de savoir si Laurie l'a envoyé pour le saboter. Rue, effrayée, jure qu'elle ignore ce qui s'est passé et rappelle qu'elle n'emballe pas la marchandise, seulement le transport. En moins d'1 minute, paniquée avec 2 hommes armés dans son dos, Rue avoue toute son histoire à Alamo. Elle lui parle de son passé d'addict et que sa mère a jeté la marchandise de Laurie aux toilettes. Aujourd'hui, elle est esclave,
contrainte d'aller chaque mois au Mexique avaler des préservatifs remplis de drogue. Et depuis, elle n'a pas cessé de chercher une issue. Lorsqu'elle suggère que c'est peut-être Dieu qui a mis Alamo sur son chemin pour lui permettre de se réinventer, il se convainc de cette idée et lui propose une épreuve pour prouver s'ils sont vraiment destinés à collaborer ensemble. Quelques minutes plus tard, Rue se retrouve debout, au milieu de nulle part, avec une pomme sur la tête. Pendant ce temps, Alamo charge son arme et lui avertit froidement qu'elle doit rester complètement immobile, sinon l'accord sera annulé immédiatement. Avant qu'il n'appuie sur la gâchette, Bishop conseille à la jeune fille de respirer profondément et de fermer les yeux, suggérant que peut-être son Dieu la sauvera à cet instant critique. Ce que nous voyons ensuite, c'est Alamo qui lève légèrement le canon de son arme et ouvre le feu. La balle pulvérise la pomme d'un tir parfait. À ce moment-là, Rue ne peut que rire nerveusement et s'agenouiller pour remercier Dieu de l'avoir sauvée, célébrant avec soulagement qu'ils vont désormais travailler ensemble. L'épisode se termine sur le rire frénétique et dément de Rue en arrière-plan, tandis qu'une nouvelle opportunité d'affaires s'offre à elle.